Dans les années 80, le Lyon-Turin s'inscrivait dans les nombreux développements de lignes à grande vitesse avec une priorité voyageurs. Il s'intègre dans les projets d'interconnexion européens pour prétendre au financement de l'Europe. Le Lyon-Turin a été justifié par la forte augmentation des poids lourds jusqu'en 1994 et en Maurienne suite à la fermeture du Mont-Blanc pour absorber le transport routier des marchandises polluant et dangereux. Les études commandées concluaient toutes à un niveau de trafic en forte croissance jusqu'à 80 millions de tonnes de marchandises entre la France et l'Italie et prévoyaient la saturation de la ligne existante d'une capacité de 20 millions de tonnes. Il a donc été imaginé un tunnel transfrontalier de 57 km entre Saint-Jean-de-Maurienne en France et Susa en Italie. Face à ce projet, une forte opposition s'est organisée en France et en Italie avec une argumentation économique, technique et environnementale. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le projet? Parce que vos banderoles disent non au train à grande vitesse. Et en France, on dit que la grande vitesse, ce n'est qu'une petite partie du projet et que l'essentiel, c'est de la marchandise. Vous savez, Turin est déjà lié à Lyon, il y a déjà la ligne, il n'y a pas de problème. Ça, le TGV passe là, les marchandises passent là. Et pour nous, ça suffirait d'améliorer cette ligne-là, qui peut doubler sa capacité de transporter des marchandises. Actuellement, on transporte moins de 10 millions de tonnes chaque année. On pourrait arriver à plus de 20 millions de tonnes chaque année dans 2 années, en épandant 2 milliards d'euros. Si on veut faire le double tunnel de 54 km, on va prendre 20 milliards d'euros pour avoir le travail terminé peut-être dans 20 années. Et je ne sais pas comment ça sera l'Europe, l'Italie, la France dans 20 années et les transports publics dans cette année. Je voudrais bien le résoudre avant de 20 années. L'ensemble des trafics routiers sur l'arc alpin a augmenté à peu près de 60% de 1994 à 2004. Il a doublé à Vintimille, effectivement. Il a augmenté de 80% sur le Brenner, mais sur le Fréjus et sur le Mont-Blanc, il baisse de 10%. Alors, il faut pas, je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière ce petit toit. C'est une réalité. Et cette réalité, il faut qu'on la prenne en compte, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'elle fragilise notre projet d'infrastructure nouvelle, puisqu'on va nous dire un jour, et puis je pense qu'il y en a beaucoup qui le pensent et qui le disent tout bas, effectivement, le trafic baissant, la priorité n'est pas forcément pour cette nouvelle liaison transalpine. Et il faut donc affûter nos arguments sur la question à la fois de la sécurité, ça a bien été dit par Michel Bouvard, sur la question de l'environnement, il l'a dit aussi, mais je pense qu'il faut encore aller plus loin, et il faut vraiment développer ces arguments-là pour imposer effectivement cette nouvelle ligne ferroviaire. Surtout, je ne veux pas me marquer comme n'étant pas un défenseur de ce projet, mais simplement, depuis un certain temps, et je comprends qu'on cherche le plus d'arguments possible, Monsieur Bouvard, vous avez insisté un petit peu sur ce problème de la sécurité. Je ne pense pas que tous les cheminots qui sont ici présents me contrediront. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sécurité. Au contraire, je veux dire, il faut rappeler quand même que le ferroviaire, c'est un transport guidé, qu'il n'y a pas du tout les mêmes problèmes de sécurité qu'on peut trouver par rapport à la route. Pour preuve, il y a un wagon qui a déraillé, par exemple, au mois d'avril de l'année 2005. Le train est sorti et qui plus est, il est même allé jusqu'à Turin. Donc voilà, quand vous dites que le train de secours met plus d'1 heure pour arriver, je pourrais vous dire aussi que par exemple dans l'essai qui a été fait au mois de janvier, la VAC, c'est-à-dire le véhicule d'accompagnement des chauffeurs, est arrivé en gare de Modane avant même que l'alerte ait été déclenchée côté France. Depuis 20 ans, les analyses et études menées par l'opposition française à ce projet arrivent aux mêmes conclusions que celles de l'Italie. Nous luttons depuis 20 ans déjà, mais notre lutte, elle est juste. Elle est juste pour plusieurs éléments. D'abord, ce projet est inutile. Ensuite, il est destructeur d'environnement. Et enfin, il est coûteux. Et Qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? On a amélioré la capacité fret de cette ligne historique, et ceci pour plusieurs centaines de millions d'euros. Alors, on a reconstruit le pont sur le Rhône, on a mis tous les tunnels de cette ligne historique au gabarit GB1, donc ce qu'on appelle le gabarit Modalor, pour faire passer des trains avec des camions dessus. Les partisans
de ce projet attendent et veulent attendre 20 ans pour reporter les camions sur le train, alors que nous exigeons tout de suite l'interdiction des camions à vide dans les Alpes, ce qui permet de les passer sur le train dès maintenant. La deuxième chose, nous demandons à ce que l'ensemble des marchandises qui peuvent l'être sur la ligne existante, qui n'est utilisée qu'à moins de 17% de sa capacité, soient dès aujourd'hui, en 2013, transportées par le rail. Et moi je soutiens le projet du Lyon-Turin depuis 30 ans, au motif que on m'a dit depuis 30 ans, les spécialistes du dossier, que le trafic de marchandises à travers notre Savoie en particulier allait être multiplié par 3. Ça c'était il y a 30 ans. Et maintenant on a le recul des 30 ans qui viennent de s'écouler, qui montrent que le trafic de marchandises n'a pas augmenté à travers les Alpes. Et donc je pense qu'on ne peut pas nous refaire le coup maintenant, de nous dire oui mais dans 30 ans, il aura à nouveau triplé. Et donc comme je conteste la pertinence des raisons qui motivent le dossier, j'ai décidé de ne plus soutenir ce projet. Lors des enquêtes publiques, ce que l'on nous a montré, ce sont des graphiques qui montrent une augmentation du trafic routier, avec une prédominance du trafic routier, et une chute à partir de 2008. Il s'agit là d'un nouvel abus de conscience, puisque ce que nous avons fait pour le démontrer, c'est que nous avons pris les mêmes chiffres et nous avons individualisé les courbes pour mieux les lire. Et donc on voit bien qu'il y a effectivement, si l'on additionne la Suisse, l'Autriche et la France dans leur rapport avec l'Italie, une augmentation générale. Par contre, on trouve parfaitement que la Suisse a augmenté, que l'Autriche a augmenté, et que la France chute irrémédiablement, et cela depuis 1998, après avoir plafonné, et surtout ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les trafics entre la France et l'Italie sont inférieurs à ceux de 1988. Que sur 3 tunnels français, les 2 routiers, Fréjus-Mont-Blanc, Ferroviaire-Fréjus, les trafics baissent depuis une dizaine d'années. C'est pas lié à la crise, que ça a commencé en 1994. Depuis cette époque, les trafics routiers plafonnent, et ils plafonnent essentiellement parce que les échanges entre la France et l'Italie ont atteint une sorte d'asymptote, exactement entre les échanges entre Robert. Depuis une quarantaine d'années, par l'émergence économique de pays comme l'Espagne et le Portugal, puis ceux de l'Europe centrale, le trafic des marchandises en Europe s'est largement modifié. Aujourd'hui, du fait de la mondialisation, la forte proportion des marchandises qui circulent en Europe arrivent d'Asie ou d'Inde par la mer. Cela conduit à une forte augmentation des transports nord-sud, au départ des ports, alors que d'est en ouest, on constate une stagnation, voire une diminution du tonnage transporté. Aujourd'hui, les chiffres des conseils généraux nous montrent que par rapport au démarrage du projet, il y a une vingtaine d'années, nous avons moins de camions sur les routes. Les chiffres montrent qu'il y a moins 1000 camions par jour, mais en 20 ans, si les camions ont diminué, le nombre de voitures, lui, n'a cessé d'augmenter. Et nous sommes aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, à plus 10 000 voitures par jour. On estime qu'il faut 5 voitures pour retrouver la pollution d'un camion. Donc les 10 000 voitures sont égales à 2 000 camions. On a donc moins 1 000 camions sur les routes, mais on a l'équivalent de plus de 1 000 camions en termes de pollution sur nos routes de Savoie et d'Isère aujourd'hui. Alors, il y a 2 demandes, c'est toujours la même chose. Il y a une demande de fret qui n'est pas très importante aujourd'hui pour diverses raisons. Et puis, il y a une demande de voyageurs. Alors, pour les voyageurs, par exemple, entre Lyon et Chambéry, cette demande est beaucoup plus forte. Actuellement, la réponse à cette demande, c'est uniquement l'autoroute A43. Bon, après, dans ce qu'on appelle le sillon alpin nord, c'est-à-dire entre Montmélian et Culose, avec entre les deux Aix-les-Bains et Chambéry, là on a une très grosse agglomération en devenir. Actuellement, c'est presque 200 000 habitants. Et donc, il y a un besoin de déplacement interne à l'agglomération. Donc ça, c'est encore une autre chose. Le projet Lyon-Turin utilise des flux venant de toutes les régions de France et même de l'étranger pour justifier
sa nécessité, mais à un moment donné, il faut se poser la question sur ces flux. Alors, les flux d'origine sud, venant notamment du Maroc, de l'Espagne, du Languedoc-Roussillon, qui vont alimenter le Lyon-Turin, vont bien passer quelque part. Et ils passeront dans la vallée du Rhône, une vallée du Rhône déjà saturée au niveau du fret ferroviaire. Je ne vois pas comment on va pouvoir rajouter des centaines de trains qui remonteront jusqu'au Lyon-Turin. Donc moi j'invite à se poser des questions sur pourquoi pas des flux maritimes. Il faut savoir qu'une grande partie de ce qui se passerait dans le Lyon-Turin viendrait du Maroc, les fameux flux de produits agroalimentaires mais aussi industriels. Pourquoi on ne peut pas dès le Maroc imaginer des autoroutes de la mer qui vont sur l'Italie? Et idem à Valence en Espagne, à Barcelone en Espagne. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut placer qu'il faut situer la question des transports entre la France et l'Italie. C'est dans ce cadre-là qu'il faut situer le Lyon-Turin. Mais non seulement le Lyon-Turin, mais aussi la LGV mixte qu'on appelle PACA, pour doubler la ligne de la côte entre Marseille et Nice. Nous, on n'a pas de problème avec le fait de réaliser de gros investissements coûteux tant que l'intérêt général est présent. Là, la question qu'on pose, c'est effectivement sur la question de l'intérêt général et surtout sur le fait que ces financements, du coup, ne vont pas vers des projets alternatifs qui pourraient être développés. C'est le cas de l'aménagement des lignes existantes avec évidemment la question de la sécurité, notamment pour les cheminots. C'est le cas aussi, par exemple, de la route maritime Méditerranée, qui est une alternative qui, pour l'instant, n'est pas étudiée et qui pourrait bénéficier aussi de ces financements, tout en relançant la construction navale, pourquoi pas, sur la France et en relançant l'activité portuaire. Selon les partisans du Lyon-Turin, les marchandises espagnoles qui circulent sur la côte méditerranéenne vers l'Italie devraient remonter à Lyon pour passer sur la nouvelle ligne. Pourtant, RFF indiquait dans ses propres documents en région PACA, sur les longues distances, le transport maritime est l'alternative naturelle et il est possible de détourner sur la mer 2/3 du trafic routier. RFF a même établi des exemples d'organisation pour l'utilisation immédiate de la voie maritime. Enfin, les gouvernements français et italiens expliquent dans leur dernier accord sur le Lyon-Turin qu'ils doivent rechercher avec l'Espagne les conditions d'un développement des liaisons maritimes de contournement des Alpes, contredisant les déclarations du projet du fret Lyon-Turin. L'utilisation du transport en Méditerranée est financée par l'Europe dans le projet numéro 21. Et cela coûterait 50 fois moins que le Lyon-Turin pour 700 000 camions par an de moins sur la côte. Donc nous demandons à ce que ces alternatives soient étudiées, que leur financement soit étudié avant de se jeter tête baissée dans un projet qui aujourd'hui fait remonter de plus en plus d'interrogations et de contestations populaires. Aujourd'hui, l'objet de la manif, c'est d'essayer de faire prendre un petit peu conscience aux gens du gaspillage de territoire et notamment des bonnes terres agricoles pour des projets complètement inutiles et dépassés qui datent d'une cinquantaine d'années, comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou le TGV Lyon-Turin, qui sont là pour satisfaire d'une part l'ego de vieux politiques comme Jean-Marc Ayrault ou Louis Besson, et puis aussi pour satisfaire les appétits insatiables de nos entreprises de BTP. La région Rhône-Alpes a détruit le foncier du département de la Savoie en 20 ans. Elle détruira celui de la Haute-Savoie dans les 10 ans à venir si rien n'est fait. Ça veut dire qu'en région Rhône-Alpes, sur la surface agricole utile des 8 départements, il en reste déjà plus que 6. La France exportait de la viande, elle exportait énormément. Aujourd'hui, elle ne fait plus bon nombre de ses matières premières. Il faut que les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, être autonome alimentairement, c'est quelque chose de vital. On ne peut plus sacrifier aujourd'hui 800 hectares de terrain entre la Savoie et l'Isère pour un projet comme ça, puisque le projet en lui-même, en plus de sacrifier des terres, aujourd'hui on s'aperçoit qu'il est d'un autre siècle. Aujourd'hui on a mieux à faire, plus rapidement et plus efficacement que le Lyon-Turin. Nous, on a vécu un peu sur ces descendries, je dirais, un petit tunnel, parce que maintenant, avec ce qu'il y a en projet, c'est plus sur le grand tunnel, donc ce grand projet de Lyon-Turin. Et c'est vrai que cette descendrie, ce qui était un peu spécial, c'est que c'était un des plus gros chantiers d'Europe,
Et c'est mal parti dès le départ, parce qu'ils devaient creuser à un endroit sur la commune, et ça a été changé au dernier moment. Parce qu'il fallait faire vite, il y avait des Italiens qui venaient pour... il y avait des télé italiennes qui devaient venir pour le percement, donc ils n'étaient pas au bon endroit. Et ils avaient dit au maire qui était à l'ancien maire qu'en fin de compte, tout ce qui allait sortir en déblai de cette descendrie allait partir entre Chambéry et Lyon. En fin de compte, que ce soit sur Internet ou sur le papier, tout était bien. Et on s'est retrouvé avec des bandes transporteuses qui ne marchaient pas. Donc il fallait trouver une solution. Ou sinon, au niveau des déblais, on a eu sur notre territoire donc, tout ce qui est sorti de la descendrie. Ça a été stocké sur le territoire. Au début, des matériaux qui devaient partir. En fin de compte, c'était des décharges qui devaient être faites que temporairement. Il y avait un dossier qui avait été mis en place, comme c'était en bord de rivière avec la Dirène. Et en fin de compte, ils ont tout laissé en place. C'est resté des dépôts définitifs. On avait des sources qui étaient sur le village, qui ont été taries directement, parce qu'en fait, ils ont creusé sous le village. Ils n'ont pas posé plus de questions que ça. Hein. Normalement, ça aurait dû percer, on va dire, 200 mètres avant le village. Là, ils ont percé sous le village. Ils passent vraiment au milieu du village, donc il y a eu des maisons fendues, il y a eu pas mal de dégâts. Et il y a à peu près 3 millions de mètres cubes qui vont sortir sur notre territoire. Donc nous, on s'est battu pour ne pas avoir ces déblais. Je dirais plutôt que ce soit stocké à un endroit dans une zone naturelle. On a essayé de voir avec LTF, avec l'État, si c'était possible de les amener ailleurs, pour que ça puisse servir à quelque chose, et pas que ça soit stocké dans une zone naturelle. Nous, on leur a dit, on a peut-être une solution, c'est de sortir les matériaux avec des trains, parce qu'à la limite, vous avez un projet qui est lié au ferroviaire, et ben, on l'utilise depuis le départ, on sort les matériaux avec des trains, et on les amène où vous voulez en France. Et quand ils ont fait, le bureau d'études qui a travaillé là-dessus, il nous a montré une photo de la gare de Modane remplie de trains, en nous disant, on n'aura même pas de la place pour faire passer vos trains que vous dites, là, pour sortir les matériaux, parce que les voies sont encombrées, il y a du monde. Alors qu'on voit très bien, nous on a des gens qui travaillent à la SNCF, toute la gare de Modane, elle est vide, la gare de Modane. Il n'y a plus rien du tout en activité. C'est une gare de toute façon qui... On est avec des infrastructures qui ont la performance que Cavour savait se voir proposer par les ingénieurs du 19e siècle, et même pas de la fin du 19e siècle. Donc il y a là aussi une urgence d'infrastructures modernes. Par exemple, la ligne numéro 1 du métro parisien a été inaugurée le 15 juillet 1900. Il s'agit donc d'une infrastructure du 19e siècle, qui est aujourd'hui au même niveau que la ligne 14, dernière ligne mise en service. Tout est entièrement automatisé, il n'y a plus de conducteur. C'est la preuve qu'une infrastructure du 19e peut parfaitement répondre aux défis du 21e siècle, pour autant que le matériel soit modernisé. Les blocages du développement du trafic fret dans le tunnel ne sont pas liés au tunnel, ils sont liés à l'infrastructure en aval et en amont du tunnel. Donc si on veut pouvoir profiter pleinement, mais que ce soit le tunnel actuel ou le tunnel futur, hein, il faut bien être d'accord, ça n'est pas un tunnel qui crée un blocage à l'acheminement du trafic, ce sont les infrastructures en général. Les charges qui peuvent être transportées, j'allais dire, elles sont unitaires au train. Bon, donc il faut se dire qu'on peut transporter, on va prendre 1500 tonnes par train, un peu le maximum. Et vous pouvez faire passer dans le tunnel à peu près autant de trains que le système technique de signalisation le permet. C'est-à-dire que d'un point de vue théorique, on peut sans aucune difficulté majeure, je dis bien d'une manière théorique, hein, passer 10 trains par heure pendant une vingtaine d'heures dans le tunnel et par jour. Donc d'un point de vue théorique, on peut passer 200 circulations par jour dans le tunnel. Après, dépend le tonnage. Si vous multipliez par le tonnage, vous faites l'opération et vous multipliez par le nombre de jours, il n'y a pas de difficulté particulière. Les problèmes de pente sont réglés depuis toujours par les chemins de fer. Soit parce que les chemins de fer ont utilisé la pousse, qu'on appelle la pousse, en mettant en queue des trains des locomotives qui assurent la pousse et qui assurent aussi la sécurité, dans la mesure où s'il y avait une rupture d'attelage éventuelle, elles tiennent les wagons par l'arrière, hein, pour éviter les accidents tels que ceux qu'on a pu connaître au début du XXe siècle. Entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane, le surcoût en quelque sorte d'une machine de pousse et d'une équipe qui la conduit est largement inférieur au surcoût de 30 conducteurs qui conduiraient leur camion entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane. Ce problème-là peut être réglé avec les nouvelles technologies, et notamment avec une technologie très simple qui est utilisée aujourd'hui sur les TER,
qui est utilisé également sur les TGV, qui est utilisé en Allemagne par la Deutsche Bahn et également au Japon, c'est la motorisation répartie. C'est-à-dire que chaque wagon a dans ses roues son propre moteur. Ce qui fait que, au lieu d'avoir des wagons qui tirent en arrière, c'est comme les 4x4, ils avancent tous en même temps. Et donc, vous n'avez plus de risque de rupture d'attache. On peut augmenter la capacité de ce tunnel aujourd'hui, simplement en investissant quelques millions sur des wagons intelligents qui sont avec des moteurs sur chaque wagon. On va éviter 270 tonnes de motrices, on n'aura plus de problème de rupture d'attache et, cerise sur le gâteau, on pourra commencer à piloter ces wagons de manière intelligente, puisqu'une fois que vous avez un moteur sur un wagon, vous pouvez le téléguider quand il arrive à l'approche des gares de triage. Donc, voilà la réponse du XXIe siècle. La pente de la ligne existante, partiellement à 30 pour 1000, est l'un des arguments les plus utilisés pour justifier le Lyon-Turin. Pourtant, en Suisse, la ligne existante du Saint-Gothard, construite à la même époque avec les mêmes pentes, est utilisée et voit circuler chaque année environ 17 millions de tonnes de marchandises. Début du XXIe siècle, en 2008, un projet de tunnel sous le détroit de Gibraltar prévoit une pente de 30 pour 1000 sur 17 km, sans soulever de problème technique. Le problème, si vous voulez, de ce projet, c'est qu'il n'a pas été conçu dans une perspective d'économie dans tous les sens du terme. Économie financière, économie de terrain, économie en termes de phasage, faire les choses par petits bouts, petit à petit, de façon à créer une activité continue et d'ampleur locale. On a cherché à faire quelque chose un méga projet avec des méga entreprises, qui ne sont pas des entreprises régionales, avec des méga infrastructures qui vont passer à droite à gauche sans respect pour les territoires. Donc il faut profiter de l'idée du Lyon-Turin, mais il ne faut pas partir dans une perspective, on va faire une nouvelle ligne ferroviaire pour remplacer l'autre. Il faut pas se dire, il faut partir du principe suivant, on a un réseau qui existe, il a des insuffisances en termes de capacité, on essaye de les régler. Ces insuffisances, d'ailleurs, ne sont pas continues sur toute la longueur de la ligne, c'est par endroits, par tronçons. Et puis, il y a des problèmes d'insertion environnementale, et là, c'est la même chose. Il y a des endroits où l'insertion environnementale n'est pas problématique, et il y a d'autres endroits où c'est critique. Donc, il faut aussi traiter ces endroits-là. Tout ça est à la portée des entreprises locales, sans être les sous-traitants de majors qui sont les seuls à être capables de répondre à des appels d'offres européens. Nous, notre principale difficulté aujourd'hui sur le projet Lyon-Turin, c'est la manière dont il évolue dans le temps et la manière dont le contexte évolue. C'est un peu comme l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, c'est des projets qui ont été conçus il y a des décennies sur des projections notamment en termes de saturation de trafic qui sont révisées aujourd'hui. Dans le cas du Lyon-Turin, l'accord initial prévoyait une saturation des lignes existantes qui aujourd'hui n'est pas le cas et toutes les projections faites depuis prouvent que le trafic va à la baisse, donc on peut effectivement s'interroger sur la pertinence aujourd'hui de ce projet. Évidemment, pour moi, le rapport de la Cour des comptes a été décisif. Au fond, c'est jusqu'au rapport de la Cour des comptes, je faisais confiance aux ingénieurs qui nous prédisaient une fréquentation de nos axes de transport en hausse. Or, la Cour des comptes dit deux choses. Que le projet qu'on nous vend depuis 30 ans n'est pas fondé. Il est remis en cause dans ses raisons fondamentales. Et effectivement, la Cour des comptes, elle dit aussi un deuxième truc. Elle dit non seulement il n'est pas fondé, mais il n'est pas financé. Or, quand même, un projet public depuis 30 ans, on pourrait penser, même si l'ingénierie financière en matière publique est longue, qu'en 30 ans, on aurait su comment le financer. Or, on en est toujours, de ce point de vue-là, au balbutiement. Et moi, je vois, semaine après semaine, comme les Français d'ailleurs, que l'État français, que l'État italien et que l'Union européenne n'ont plus les capacités financières qu'ils avaient il y a 30 ans. Et donc je crois en effet que non seulement il n'est plus fondé, mais que par ailleurs son financement est quasiment hors de portée. Et c'est la deuxième raison qui motive mon retrait. Tous les grands services de l'État,
la direction du Trésor, l'inspection générale des finances, le Conseil général des ponts et chaussées ont demandé à ce que ce projet soit suspendu, voire abandonné. Bien plus fort que ça, il y a un rapport commandé par le ministre de l'époque, Jean-Claude Guessot, qui dit également qu'il ne faut pas réaliser ce projet. Et que nous dit-on dans le débat parlementaire? Un député intervient en disant « Ces conclusions, je vous l'accorde bien volontiers, monsieur le ministre, vous ne les avez pas faites vôtres. » Et le ministre Jean-Claude Guessot répond « C'est cela qui est important. Tous les services de l'État, tous les rapports commandés concluent à l'abandon de ce projet et le ministre s'en moque. » Quand on sait que l'on s'est trompé, il faut savoir s'arrêter. Il y a des pertes, oui, il y aura des pertes, parce qu'on aura mis peut-être 1 milliard d'euros sur la table, il y aura peut-être des dédits auprès de certains opérateurs, mais ces pertes ne seront jamais à la hauteur des pertes que l'on va avoir de mettre plus de 26 milliards, comme vous venez de le dire. Pour ce que je sais du Lyon-Turin, il me paraît très comparable à un certain nombre d'autres grands projets d'infrastructure, comme l'autoroute A65 dans le sud-ouest de la France, comme l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, comme un certain nombre de projets de lignes à grande vitesse, c'est-à-dire des projets qui sont économiquement très mal fondés, parce que reposant sur des extrapolations de trafic extrêmement exagérées, des projets qui mettent en jeu non pas le financement public et donc des logiques de comptabilité publique, mais des partenariats publics-privés qui consistent à transférer le profit vers des grandes entreprises privées et à créer de la dette publique pour une échéance de 1, 2 ou 3 décennies, et un mépris de l'environnement tout à fait important. Et j'allais dire, et c'est peut-être aussi ça qui est important dans le fond au-delà des intérêts, c'est qu'il découle d'une conception que l'on appelle productiviste, que l'on appelle croissanciste, qui est une vision du progrès qui est totalement dépassée, qui pouvait peut-être avoir sa légitimité dans les années 1960 ou 1970, mais qui maintenant ne correspondent pas aux problèmes d'aujourd'hui. Ce sont en fait, le Lyon-Turin me paraît, comme beaucoup de ces projets, un projet du passé, un projet dépassé. Depuis un certain temps, et je comprends qu'on cherche le plus d'arguments possible. Et il faut vraiment développer ces arguments-là pour imposer effectivement cette nouvelle ligne ferroviaire.